Elle est journaliste, elle est essayiste, elle travaille au Figaro. Le politiquement correct, c'est pas trop son truc. C'est Eugénie Bastier qui est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le port émissaire, terreur ou contre-révolution, c'est aux éditions du Cerf. MeToo et Balance ton port, un an après, ça a donné quoi? Quels enseignements en tirer finalement alors Eugénie Bastier? Je pense que c'est encore difficile d'estimer l'impact réel de MeToo, hein, mais moi j'ai voulu analyser un peu pourquoi cet événement avait pris autant d'importance à ce moment-là, pourquoi tout d'un coup ça avait pris en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de quasiment cathartique, mimétique. Parce qu'il fallait que la peur change de camp. Voilà pourquoi Eugénie Bastier. Oui. Parce que il fallait que les agresseurs se sentent en insécurité et que la parole des femmes se libère. Non, mais la question que je me pose, c'est pourquoi, parce que ça fait longtemps que ces dénonciations de harcèlement ont lieu, pourquoi ça a pris tout d'un coup une telle importance en 2017 à ce moment-là. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi ce moment révolutionnaire surgit à ce moment-là. Et je pense qu'il y a trois manières d'analyser le phénomène. Est-ce que c'est une révolution ? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt une réplique sismique de la révolution sexuelle qui a déjà eu lieu. Finalement, c'est une des dernières poches de résistance qui s'affaisse. Et je pense qu'on peut lire aussi une contre-révolution, puisqu'il y a quelque chose, à mon avis, une dimension, j'allais dire presque conservatrice dans ces mouvements MeToo, c'est-à-dire 50 ans après la libération sexuelle, après avoir proclamé qu'il fallait jouir sans entrave, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec il y a encore des problèmes avec le sexe, la sexualité, et il y a peut-être une aspiration à une éthique sexuelle minimale dans un monde où on a détruit tout ordre. Mais qui est voulu par qui est demandé par qui? Il y a presque une injonction aujourd'hui, mais toutes les femmes ou pas? Non, mais bien sûr que pas toutes les femmes, mais je pense que on a à notre époque remplacé l'injonction à la chasteté, l'ordre moral par une injonction à la jouissance, par une injonction à la multiplication des partenaires, à la sexualité débridée, etc. Et que ça pèse aussi sur certaines jeunes filles. Et ce que j'essaie d'analyser dans mon livre, c'est qu'il y a, à mon avis, une partie de MeToo qui renvoie à ce phénomène-là. Marianne Soubré, Johnny Blanc, Gilles-William Goldnadel. Marianne. Alors moi, j'ai beaucoup aimé en fait lire ce livre parce que c'est très intéressant de partir d'une réflexion et à la limite d'un même constat et d'arriver absolument à des conclusions mais totalement à l'inverse des vôtres. Mais par contre, c'est intéressant parce que c'est bien écrit, et j'aime bien lire des choses sur lesquelles je suis absolument pas d'accord parce qu'il y a une construction logique et qu'on arrive à vous suivre tout en n'arrivant pas du tout au même endroit. Et moi, j'ai été très très intéressée par le fait que justement, j'ai fait les mêmes constats que vous, et notamment deux constats. Le premier, évidemment, je suis avocate, donc étant avocate, j'ai regretté énormément, comme vous, que le mouvement MeToo, en fait, soit une façon de jeter les gens en pâture. Et effectivement, je préfère qu'on aille dans un commissariat déposer une plainte que de jeter, je l'ai toujours dit ici d'ailleurs, et j'ai toujours eu énormément de réserves par rapport à ce mouvement, parce que j'ai détesté ce côté délation. Donc ce constat, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous également sur le constat que il y a peut-être aujourd'hui des rôles entre les hommes et les femmes qui se sont totalement, on va dire, redistribués et qu'on a du mal, aussi bien la femme que l'homme, à trouver sa place dans cette société. Jusque-là, nous sommes d'accord. Par contre, alors là où j'arrive plus à vous suivre, c'est quand vous tirez en fait de ces constats qui à mon avis sont partagés par tous, enfin en tout cas par beaucoup, vous en tirez deux choses. La première, c'est que vous dites que et vous attaquez beaucoup le féminisme. Alors je vous concède qu'à un moment vous parlez de féminisme à plusieurs reprises. Vous parlez de féminisme extrémiste ou je sais plus comment vous le radical, féminisme radical, mais quelque part vous attaquez beaucoup quand même la cause féministe, alors que moi je pense que sur le premier constat de la délation, c'est juste un phénomène général qui ne concerne pas uniquement le problème de MeToo. Ça c'est la première, donc je voulais que vous entendiez là-dessus. Et sur la deuxième, je trouve que vous passez à côté. Vous dites que y a un problème dans le désir, enfin, et c'est la révolution sexuelle qui nous a donné une injonction en fait à avoir plus de partenaires, etc. Alors qu'en fait, je pense que le problème du positionnement aujourd'hui est lié à l'égalité en fait salariale, au fait que les femmes sont beaucoup plus indépendantes et que du coup tout le monde a du mal à redéfinir son rôle par rapport à cette indépendance. Oui, alors
Sur la délation, je suis assez d'accord avec vous que c'est un phénomène généralisé dont je m'inquiète où qu'il arrive dans n'importe quelle strate de la société. Je pense que les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus un formidable exutoire et une manière de pouvoir lyncher les gens sans passer par l'état de droit qui est très effrayante et qui ne se passe pas que sur la question évidemment de balance ton porc, mais ça en était le symptôme. Et je crois que ce qu'a montré en fait l'affluence de témoignages de MeToo et de Balance ton porc, c'est qu'on avait un système judiciaire qui ne fonctionnait pas. En tout cas, le fait que des femmes racontaient qu'elles allaient porter plainte et que ça ne donnait rien ensuite. Et moi, je pense que ça montrait un système judiciaire peut-être déficient. La question, c'est est-ce qu'on peut se passer de ce système judiciaire ? Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut pas faire la justice en dehors du tribunal et qu'il est important d'avoir un certain nombre de règles, présomption d'innocence, prescription, contradictoire, etc. Et je suis très effrayée de voir que certaines féministes veulent renoncer à ces règles-là. J'entendais récemment une féministe à la radio dire que on en faisait trop avec la présomption d'innocence en France. Et peut-être qu'elle le dit pas parce qu'elle est féministe, peut-être qu'elle le dit parce qu'elle conteste totalement les pas de droit. Prenez un modèle. Je veux dire, faut pas confondre. Oui, mais prenez un modèle justement le féminisme américain en disant qu'ils avaient moins d'état d'âme que nous en gros. Et moi je crois que c'est pas du tout un modèle. Les États-Unis, on nous présente comme un modèle même au niveau, les féministes. Il y a un complexe des féministes françaises par rapport aux féministes américaines en disant nous on est trop modérés aux États-Unis, c'est formidable tout ça. Pour moi c'est pas du tout un modèle, tout simplement parce que le féminisme américain radical, il a donné Trump. C'est une réaction au politiquement correct féministe, et moi je ne veux pas de Trump en France, donc je pense que ce militantisme exacerbé nourrit aussi une forme de backlash qui peut être terrifiante. Ouais. Et sur la deuxième question, oui, je pense que le problème d'un certain féminisme radical, c'est que il s'est saisi de cette question pour lutter contre une prétendue culture du viol qui serait partout présente dans la société, et donc il faudrait déconstruire finalement les stéréotypes qui enseigneraient aux petits garçons à être violents avec les petites filles, à les désirer de manière brutale, etc. Moi, je crois l'inverse. Je crois que il y a peut-être au départ une différence entre les hommes et les femmes dans la manière qu'ils ont de désirer, dans la manière qu'ils ont parfois de se saisir de l'objet de leur désir, et que tout le travail de la civilisation, de la société, c'est de juguler ce désir, de le contrôler. Ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation, exactement. Tout simplement. Et donc, en gros, moi, je pense que on doit quand même que la culture est ce qui nous sort de la nature et de la traditionnelle. Mais elle pense qu'il faut déconstruire la culture pour arriver à une espèce d'état de nature. Sauf qu'aujourd'hui, vous dites, on est tombé dans une nouvelle terreur qui s'appelle la chasse au patriarcat, qui s'appelle la chasse à la masculinité occidentale. Voilà, ça c'est la dérive du moment où l'homme en fait est devenu oui, mais je pense que l'homme est devenu un ennemi, quoi. Et en fait, la différence des sexes n'est avancée dans le débat public que pour souligner la toxicité de la différence masculine, en disant, en gros, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, mais il y a une masculinité toxique. D'accord, moi ça me paraît un peu schizophrénique. Oui, complètement. Je suis en total désaccord par rapport à justement ces propos-là. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et pour moi, oui, non, mais je sais bien, mais on est en train de dire. L'homme doit pas être considéré comme forcément un ennemi. Mais elle est invoquée. C'est-à-dire que la différence des sexes dans la société n'est invoquée que quand il s'agit de criminaliser les pulsions masculines. Mais non, parce que vous passez aussi à côté de l'évolution d'une société qui doit s'adapter à cette évolution du fait que les femmes aujourd'hui, parce que justement le patriarcat est pour vous une sorte de modèle aussi quand même. Ah non. Non. Moi je pense que le patriarcat n'existe plus. Oui. Il a été renversé. Même, en fait, vous n'allez pas dire 150 ans après la Révolution française, vous n'allez pas dire mais on est toujours sous l'ancien régime. Bah non, ça a changé. Justement. La société doit toujours s'adapter. Mais moi, je suis désolé. Il y a des choses où j'ai pas envie de m'adapter à ce qui se passe autour de moi, forcément. Je trouve aujourd'hui que ce rapport homme-femme qui a été complètement changé. Oui. Moi, je me rappelle, il y a un truc quand j'étais gamin. Le père, c'était pas ton pote. Le père, c'était l'autorité. C'est lui qui t'amenait des règles et puis un cadre très clair. La mère avait pas ce rôle-là. Mais moi, ça me. Parce que la mère ne travaillait pas à l'époque. Mais pas forcément. Ma mère travaillait. On n'avait pas des rôles. Non. Ma mère travaillait. Elle a toujours travaillé. Ça n'empêche que le rapport entre mon père et ma mère n'était pas le même. Et moi, ça m'allait très bien ce truc-là. Je trouve quand même dommage aujourd'hui qu'il faudrait tout lisser, que ton père c'est devenu ton pote, qu'il a pas Mais si c'est que la femme a toujours travaillé. La femme a toujours travaillé. C'est le cliché de la femme au foyer. Le cliché de la femme au foyer, il est assez récent. Il est début du 20e siècle. Le travail avec l'indépendance financière, c'est récent. Il y a eu, moi je pense qu'on peut pas avoir une lecture linéaire de l'histoire des femmes en pensant qu'elles sont passées de l'ombre à la lumière dans les années 60 et qu'auparavant elles étaient esclaves. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Justement, le porc émissaire, mais pourquoi le porc émissaire? Dans quel but, justement, quand il y a un bouc émissaire, c'est qu'on essaie de masquer quelque chose ou de faire dévier quelque chose de son but. Alors, le porc émissaire, pourquoi
Qu'est-ce que ça a changé? Je pense que le fait que Weinstein soit devenu Harvey Weinstein, le producteur américain, américain soit devenu le visage même finalement de la manière de la domination masculine en Occident, c'est-à-dire qu'en fait on avait l'impression que ce fait divers était devenu symptomatique d'un fait généralisé dans toute la société et que finalement il était le visage même de la condition des femmes en Occident. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que d'abord l'affaire, MeToo était aussi MeToo, ça veut dire moi aussi, ça veut dire moi aussi j'ai eu affaire à un agresseur. Je pense qu'on peut le lire comme une réplique aussi l'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'est-à-dire qui a été jugée insupportable pour les féministes américaines qui voulaient Clinton, qui était la présidente féministe. Et en fait, il y a eu une espèce de redynamisation des réseaux associatifs féministes. Il faut se souvenir de ce qu'avait dit Trump dans une conversation captée avec un journaliste américain où il disait il faut attraper. Grab them by the pussy. Il faut attraper les femmes par le sexe, par la chatte. Il faut dire. Mais c'est la traduction littérale de. Et donc c'est insupportable. En fait, le port était à Washington, et donc il y avait. Le port était à Washington, le port était à Los Angeles. C'était à la fois le cinéma et l'homme politique. Je pense qu'il y a aussi une petite musique qui a couru, c'est de dire, je pense. Moi, je le vois chez les féministes européennes, après l'affaire de Cologne où les féministes se sont tues face au viol commis par des migrants, c'était de dire finalement, vous voyez bien que nous, civilisation occidentale, nous n'avons pas de leçons à donner au reste du monde. Nous sommes, il y a autant de porcs chez nous que dans les autres cultures, voire même plus. Et en fait, c'était une manière aussi de montrer, de dire voilà, nous les occidentaux, de toute façon, on est pourris jusqu'à la moelle aussi. Et de quel droit on ferait la leçon au reste du monde? Donc, alors qu'il convient quand même de nuancer. Voilà. C'est tout. Donc je pense qu'il y a eu derrière, inconsciemment ou inconsciemment, une volonté de dire, nous en Occident aussi, on produit, on a une culture du viol, et cette volonté de ne pas hiérarchiser les cultures, de toujours dire tout se vaut de toute façon. Il n'y a pas de. Et quand vous dites non, mais il y avait forcément deux camps. Non, mais c'est pas non plus. Non, j'ai dit certaines féministes. Voilà, il y avait forcément, dans cette histoire, depuis un an, il y avait forcément, non, mais depuis un an, il y avait le camp du bien et le camp du mal. Et si une femme n'avait pas de porc à balancer, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y avait où elle le cachait, où elle avait peur, où elle n'était pas normale. Et on continue d'en parler dans un instant. C'est le grand oral des GG. Question de J. William Goldnadel, de Marianne, de Johnny Blanc. C'est Eugénie Bastier qui est avec nous. Le porc émissaire, terreur ou contre-révolution, aux éditions du Cerf. Vous avez bien compris qu'on reparle de Balance ton porc, de MeToo, des enseignements aussi en tirés, de qu'est-ce qui a changé dans la philosophie, justement, rapport homme-femme. À tout de suite pour la suite du grand oral des GG. Aujourd'hui, Marianne Soubray, Johnny Blanc, Gilles William Goldnadel, et c'est la journaliste Eugénie Bastier, essayiste, journaliste au Figaro, qui revient avec ce livre, Le porc émissaire, terreur ou contre-révolution, analyse du phénomène Balance ton porc et MeToo, aux éditions du Cerf. Monsieur Gilles William Goldnadel, vous avez la parole. Merci. Bon, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié ce livre, qui est un livre très intelligent, mais que je suis encore plus sévère, peut-être, que Eugénie Bastier sur le phénomène de Balance ton corps et MeToo. Corps ou porc? Parce que tu as dit balance ton corps. J'ai dit balance ton corps. C'est intéressant. C'est joli aussi. C'est un lapsus, mais oui, je ne récuse pas, ça me va bien. Non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'abord et avant tout un déferlement électronique. Et moi, je professe l'idée, et j'écris beaucoup là-dessus, que c'est un phénomène de foule médiatique, avec tout ce que ça comporte de puérilité, de violence, de méchanceté dans le phénomène de foule. Et c'est ça. Et il a été mené, et d'ailleurs il y a très bon passage dans le livre d'Eugénie sur les faillots, etc., par des faillots. Des fanfarons de la vertu aussi. Non, ouais. Il faut pas quand même oublier que c'est un mouvement qui part d'Hollywood, qui a été mené par des gens comme elle s'appelle, Argento, Asia Argento, qui a raconté n'importe quoi et qui maintenant est démasqué, qui a été mené par des néo-féministes qui en vérité souhaitent une manière de guerre des sexes. Elle voudrait vraiment la guerre des sexes. Cette guerre des sexes, elle est menée essentiellement bien plus contre le mâle blanc que contre tous les autres, alors quand même qu'en Occident, le sort de la femme me paraît plus enviable, qu'on le veuille ou non, qu'en Orient, où que je tourne mon regard sur ce phénomène-là, je l'ai trouvé particulièrement pernicieux, parce que Harvey Weinstein et tous les gens de Hollywood, c'est des gens qui ont cautionné pendant très longtemps justement la vente du sexe, la commercialisation du sexe,
impudeur totale. Harry Weinstein était un anti-Trump total. Harry Weinstein qui s'est conduit comme un butor. Je sais pas s'il a violé ou pas, mais il s'est conduit comme un butor. Il était très sévère envers monsieur Donald Trump et la phrase dont tu as parlé. Donc c'est Hollywood qui est à la base, qui a sans doute le plus marchandisé la femme et qui, dans le camp du bien, a donné des leçons de morale. Donc ça n'a rien à voir. Eugénie, mais je parle de l'expression de Molière, fanfaron de vertu, c'est-à-dire les gens qui affichent leur vertu, voilà, mais qui en fait fondamentalement ne se comportent pas bien dans leur vie, qui n'ont pas d'éducation. Et je pense qu'il y a beaucoup eu dans ce phénomène MeToo une espèce de culture du manifeste de par une élite médiatique qui adore rejoindre toutes les belles causes et mettre la main sur le cœur en disant voilà, en vantant sa propre amélioration morale, et qui en fait se comporte très très mal. On l'a vu récemment, il y a eu l'affaire de, ça m'a rappelé l'affaire de Denis Baupin où il se mettait du rouge à lèvres contre le harcèlement sexuel, puis après on s'est rendu compte qu'il harcelait les femmes par SMS. Il y a eu Harvey Weinstein qui avait organisé la manif contre Trump pour les femmes, qui avait donné de l'argent à Hillary Clinton parce qu'elle était une femme, etc. Il y a, on peut citer récemment un cas, Daniel Morin sur l'humoriste sur France Inter, qui sur France Inter on nous répète matin, midi et soir que MeToo c'est formidable, et lui se permet d'insulter ma consoeur Charlotte Dornelas de manière outrancière. Caroline Deas tout de même, qui explique que deux hommes sur trois sont des violents en puissance. Mais à chaque fois, ce sont des excès qui, dans lesquels on parle bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une position binaire entre un vieux monde de la tradition, du patriarcat, qui serait finalement un monde, de l'ancien monde, et le nouveau monde progressiste qui lui sécréterait naturellement des anges. Et ben moi, je crois que c'est pas vrai. C'est-à-dire on a vu que dans des milieux extrêmement progressistes, à qui on répétait matin, midi et soir qu'il fallait pas harceler les femmes, et il y avait quand même des harceleurs. Ça veut dire que, pour moi, la propagande ne fonctionne pas, et que ce qu'il faut, c'est une véritable éducation. Ce problème de génération, on discrimine quand même vite fait par rapport à l'âge, parce que la tribune des 100, c'était pas c'était Catherine Deneuve et compagnie, et qui revendiquait le droit d'être importunée. On se souvient, ce qui avait déclenché une polémique, un affrontement entre femmes, entre deux camps féministes, quoi, en fait. Les féministes de l'ancienne génération, qui voulaient jouir sans entrave et qui ont le droit d'être importunés, ceux qui disaient non, dès qu'on pose une main sur une cuisse sans consentement, c'est de toutes les manières une agression. Oui, on m'a proposé de signer cette tribune, il se trouve que j'ai refusé, même si j'avais de la sympathie pour certaines signataires, et je trouvais que il y avait des choses vraies qu'elle disait en disant voilà, il faut pas, on est dans une société qui refuse de distinguer, relativiste, et elle disait il faut distinguer entre la drague, la séduction, même la main sur les fesses et le viol. Enfin, il faut distinguer, il faut hiérarchiser. Donc ça, j'étais d'accord. Après, j'étais moins d'accord sur le fond libertaire de la tribune, qui disait en gros la liberté d'importuner, qui faisait référence à Ruvén-Augien, un philosophe libertaire de l'éthique minimale, etc. Donc j'étais moins à l'aise avec la tradition philosophique qui était derrière, les propos. J'ai trouvé que les propos de Catherine Millet ont pu être extrêmement choquants sur le viol, etc. Le plaisir du viol. Oui, voilà. Elle a dit qu'elle est regrettée de ne pas avoir été violée pour pouvoir, parce qu'au moins elle aurait pu en parler. Je trouve que là, il y a quand même un problème. Marianne Soubré. Sauf que les deux camps que vous décrivez, les deux sont tout aussi caricaturaux à mon avis, et les trois quarts des Français, c'est en plus notre débat est à mon avis extrêmement parisien, les trois quarts des Français, ils sont pile au milieu. Ils sont au milieu, ils se posent peut-être même pas ces questions, parce que la réalité de la France aujourd'hui quand même, et il faut quand même le rappeler, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, c'est des plaintes pour viol qui ne sont pas forcément reçues dans les commissariats comme elles devraient l'être. Donc, effectivement, il y a eu une outrance, et je suis d'accord, et je refuse que l'on mette sur la place publique et qu'on jette en pâture des noms, mais les violences conjugales existent, les viols existent. Justement, mais c'est un phénomène très contre-productif. Mais si tu mets dans le même sac le viol et la drague lourde, tu pénalises. Je ne mets pas dans le même sac. Moi, la question, c'est pour Madame Bastier. Le problème est que il faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, vous avez raison. C'est pour ça que je maintiens. Vous avez raison sur des constats. Mais pour autant, on ne peut pas jeter à la poubelle les vraies revendications des femmes qui sont des vraies victimes. Mais je suis d'accord, et je pense qu'il y a des spécificités féminines qui font que les femmes doivent être protégées. En effet, il y a plein de choses qui doivent être faites pour améliorer leur vie ordinaire, justement. Et ce que je dénonce, c'est que aussi ce mouvement m'apparaît un peu détaché de la vie concrète des femmes. Et je voudrais, parce que ça a été lancé par une élite médiatique qui ne vit pas au quotidien. Enfin, et en fait, ça veut dire quoi, qui ne vit pas au quotidien? Parce qu'à la limite,
cette île médiatique, vous en faites partie aussi, Génie Oui, Bastier. mais je pense que c'est beaucoup plus dur, de faire croire que les actrices hollywoodiennes sont victimes du même système d'oppression qu'une femme de ménage ou qu'une livreuse de colis chez Amazon ou je ne sais quoi. Enfin, et en fait, je pense que certaines, en genrant trop la question, on évacue la question sociale, et de dire qu'elles sont victimes du même système, c'est faux. Je suis désolée. Elles n'ont pas le même quotidien, elles n'ont pas le même rapport au pouvoir. Et il y a cette idée, voilà, en fait, toutes les femmes seraient victimes de la même système d'oppression et leur ennemi numéro un, ce serait les hommes. Alors que je pense qu'il y a différents conflits qui traversent la société. Ça simplement à de la nuance. On évacue aussi beaucoup la question sociale. C'est-à-dire que si on avait déployé toute l'énergie qu'ont déployé les actrices hollywoodiennes pour améliorer, je sais pas moi, la question sociale aux États-Unis, qui est quand même un problème à mon avis beaucoup plus profond que la question du genre, peut-être que le Parti démocrate aurait gagné un peu plus de voix. Très loin. Le camp du bien, qui a encore une fois organisé la marchandisation du corps féminin, c'est encore du bien des organisations humanitaires comme l'organisation Oxfam, qui trouve le moyen de monnayer par moment des faveurs sexuelles par rapport aux femmes haïtiennes. Pardon, mais Eugénie a parfaitement raison, ça n'est pas le même destin d'une femme haïtienne réfugiée que d'une starlette de cinéma. Et donc il y a pour moi non seulement une part d'indécence, mais encore une fois c'est contre-productif. Parce que quand Marlène Schiappa, à la suite justement de ce déferlement médiatique et pour moi hystérique, alors il faut faire attention, parce que hystérique, si je dis hystérique, ça se rapproche des femmes, donc il faut même faire attention. Les hommes peuvent être hystériques, on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon. Exactement, exactement. C'est une bonne contre-preuve. Mais pardon, de vouloir légiférer de manière totalement improbable, c'est le cas de le dire, sur le harcèlement dans les transports, alors que la justice française n'est pas capable, en ce moment, de traiter en temps humain les viols de femmes, j'estime que c'est complètement contre-productif. Donc voilà pourquoi je suis très sévère par rapport à ce phénomène hystérique. Moi, je pense quand même que quand on regarde en fin de compte toutes ces vedettes, toutes ces stars, comme vous dites, qui effectivement participent à tout ça et se contentent d'un petit clic pour se mettre en avant et compagnie. Quand vous dites que effectivement autrefois, quand on avait envie, je veux dire, fallait avoir le courage au moins d'aller en face, jeter la pierre ou le crachat, regarder les gens dans les yeux, leur dire ce qu'on pensait. Et effectivement, ces mêmes gens qui se scandalisent de tous les propos qu'on peut entendre et tous les actes qui se passent, on voit quand vous parlez d'Orelsan par rapport aux victoires de la musique, ou quelque part effectivement, comment on peut donner les victoires de la musique à un mec qui a des textes pareils dans ses chansons. Hein? Après, et c'est là où c'était le texte. Sale pute, oui. Ouais. Et donc quelque mais part. Il expliquait que la chanson, il y a eu polémique. Il était venu ici sur le plateau dans les grandes gueules, qui s'offusque de tout, lui accorde les victoires de la musique. C'est là que j'arrive pas à comprendre notre société. Oui, c'est-à-dire qu'on cherche, moi j'ai l'impression qu'on cherche la paille sans voir la poutre, et il y a beaucoup de, quand je vois certaines féministes qui proposent qu'il faut réécrire la fin de Carmen, il faut enlever des musées, certaines œuvres, il faut traquer les stéréotypes dans les contes pour enfants. Je dis mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Quand vous voyez que maintenant l'âge moyen d'accès à un porno pour un jeune gamin c'est 9 ans, et que il y a les gamins ont tous du porno dans leur smartphone, etc. et on ne lutte pas contre ça, et on lutte contre les stéréotypes dans les contes pour enfants, mais c'est n'importe quoi. On marche sur la tête. Je voudrais mettre les pieds dans le plat pour montrer quand même le caractère complètement scandaleux de ces affaires. L'une des égéries de MeToo, c'est Asia Argento, qui a dénoncé Harvey Weinstein pour un... Non mais oui, si je peux, elle a eu une liaison non consentie avec un jeune. Elle a une liaison consentie avec Harvey Weinstein après lui avoir reproché pendant 2 ans, plus de 2 ans. Ensuite, elle a été accusée d'agression sexuelle. Ensuite, le balance ton porc, ça commence par une journaliste, le phénomène par une journaliste qui trouve le moyen de s'estimer totalement traumatisée à vie parce que dans une soirée bien arrosée, un type lui a envoyé un SMS en disant t'as de gros seins, je vais te baiser toute la nuit. Il y a quand même, on peut pas considérer dans notre société moderne qu'on va être quand même traumatisé toute la vie parce qu'il y a une sorte de type qui a peut-être eu de mauvais goût, qui s'est peut-être vanté beaucoup en faisant jouir une femme toute la nuit. Mais voilà, mais le phénomène balance ton porc, il a commencé par cela. Est-ce qu'il y a quand même pas une part quand même d'escroquerie intellectuelle? Aujourd'hui, il y a un autre bastion qui commence, pas, je dis bastion, mais un autre fait contre lesquels les féministes commencent à taper fort, c'est la galanterie. Et vous en parlez aussi dans votre livre. Féministe radicale à chaque
Oui, non mais d'accord. Non, mais c'est parce que c'est dans le livre. Non mais c'est parce que comme c'est dans votre livre, aujourd'hui, alors la galanterie qui pouvait être justement une qualité, un art de vivre, aujourd'hui ça ne va plus. Alors j'entendais deux féministes sur France Culture dire que la galanterie était une construction sociale au service de la domination masculine. D'abord, personne ne dit que la galanterie est naturelle, elle est antinaturelle. Évidemment que c'est une construction sociale, évidemment. Et j'ai envie de dire, et alors? Il y a plein de constructions sociales qui sont nécessaires et belles. Je veux dire, l'État c'est une construction sociale. Dans la séduction, en principe, on évite de mettre les doigts dans son nez. Voilà. Et si on se laisse aller à la nature et qu'on se comporte comme un homme préhistorique, on a peu de chances de gagner les faveurs d'une femme. Mais bon. Et donc je pense que évidemment, oui, c'est une construction sociale, mais c'est une construction sociale qui est belle, qui est, à mon avis, mais qui est datée, qui est même un petit miracle, qui est obsolète, qui est datée, qui est peut-être obsolète. En effet, je pense qu'il est en tout cas très élitiste. Qui était la galanterie, elle est née au XVIIIe siècle en fait, elle nécessite quand même elle était au début pour un code très très sévère pour une élite oisive qui avait beaucoup de temps à consacrer au rapport amoureux, aux belles manières, etc. Voilà. Et puis la galanterie, c'est quelque chose aussi d'universel parce que c'est Louis XIV qui enlève son chapeau devant sa femme de chambre en disant toutes les femmes méritent l'attention, parce que si la galanterie ne se fait qu'envers les femmes qui sont belles ou qui ont du charme, etc. Ce n'est plus de la galanterie. On est dans la séduction. La galanterie, elle doit être universelle. Elle doit s'adresser à toutes les femmes, sinon elle n'est plus la galanterie. Un homme galant, il est galant avec toutes les femmes. Mais finalement, un an après. Et je pense que c'est précieux parce que c'est une réponse culturelle à la différence des sexes qui a été un sorte de petit bijou de civilisation. Je suis d'accord que c'est pas la solution à tous les problèmes et que on peut pas forcer tout le monde à être galant, etc. Mais pourquoi vouloir déconstruire une des choses les plus belles qui a été créée par la civilisation? Pourquoi? Ça peut être tout simplement de la politesse aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de le garder comme une norme. Enfin, je veux dire, il y a des choses ridicules. Il y a vouloir supprimer le mademoiselle. Tout ça, c'est ridicule. La galanterie, s'attaquer à la galanterie. L'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est ridicule. Oui, mais il ne faut pas, parce qu'il y a des choses totalement ridicules. Il y a les vrais combats et les. Voilà, moi j'ai fait tout un livre pour essayer de distinguer les vrais combats des faux combats. Donc il y en a des vrais. Mais je pense que malheureusement, ce féminisme déconstructeur est en train de gagner et que MeToo en a été le phénomène. Enfin, le problème c'est que MeToo ça a été aussi une américanisation du féminisme français. La France était un bastion de résistance justement, et là on est en train de se laisser, mais c'est pareil sur le multiculturalisme, se laisser influencer par une idéologie qui est née aux États-Unis et qui vient des États-Unis, qui s'applique aux problèmes américains. Et moi, je suis désolée, les États-Unis ne sont pas un modèle. Ils ne sont pas un modèle au point de vue du multiculturalisme. Ils ne sont pas un modèle au point de vue du féminisme, parce que ça crée une société extrêmement clivée, où il y a même un retour d'un masculinisme très fort en réponse à ce féminisme. Et moi, je ne veux pas de ça en France. Non, mais vous avez vous-même souligné quand même que contrairement à l'Angleterre, où justement un ministre a dû démissionner, chez nous, Gérald Darmanin est resté en poste alors qu'il avait subi ces accusations. De la même façon, Nicolas Hulot. Donc, l'américanisation pour aujourd'hui, ou l'anglo-saxonisation, ça n'est pas arrivé jusqu'à nous. Je pense que le combat est perdu d'avance si on commence le combat en disant la peur doit changer de camp. Rien que cette phrase-là suffit à ce que... Merci. La peur n'est pas un programme. Merci Eugénie Bastier, livre de réflexion, un an après Balance ton port, s'appelle Le port émissaire, terreur aux contre-révolutions. C'est aux éditions du Cerf.